Suite à la crise du canal de Suez en octobre 1956, le dirigeant égyptien Nasser jouit d'un prestige important dans l'ensemble du monde arabe. En effet, il est parvenu à obtenir la condamnation de l'intervention britannique et française à la fois par les États-Unis, par l'URSS et par l'ONU, ainsi qu'un retrait des troupes israéliennes. Mais l'État d'Israël n'est toujours reconnu par aucun des États arabes et la paix dans la région reste très fragile, en particulier sur la frontière entre Israël et la Syrie. Des tensions sur la ressource en eau s'ajoutant aux tensions diplomatiques. En 1966, les tensions deviennent plus vives et des incidents se produisent en particulier dans la région du Golan. Après que l'Égypte et la Syrie aient conclu une alliance militaire en 1966, Nasser prend l'initiative de remilitariser le Sinaï et exige le retrait des troupes d'interposition de l'ONU, ce qui est accepté par l'ONU mais refusé par Israël. Nasser poursuit ses déplacements de troupes et interdit le passage du détroit de Tiran aux navires israéliens le 23 mai. Israël dénonce le blocus après avoir épuisé les retours diplomatiques et devant le manque de réaction des deux grands. Israël passe à l'attaque le 5 juin 1967. Cette attaque aérienne du 5 juin est décisive car au cours de cette seule première journée, 309 des 340 avions de guerre égyptiens sont détruits et la situation des troupes égyptiennes est rapidement catastrophique. En effet, l'armée de terre israélienne attaque dans le même temps les troupes égyptiennes présentes dans le Sinaï qui sont sévèrement handicapées par l'absence de soutien aérien. Rapidement, la retraite des troupes égyptiennes se fait dans le plus grand désordre. Dans les jours qui suivent, l'armée israélienne fait facilement la conquête du désert du Sinaï. En 4 jours de combat, l'Égypte a perdu 80% de sa puissance de combat, elle a perdu 15 000 hommes, blessés ou tués, et 5 500 hommes sont faits prisonniers, dont 500 officiers. L'armée israélienne a perdu quant à elle 1300 hommes, blessés ou tués. Dans le même temps, la Jordanie est passée à l'attaque le 5 juin, mais grâce à des troupes libérées du front égyptien, Israël reprend le contrôle de tout Jérusalem et de la rive occidentale du Jourdain. Jusqu'au 9 juin, le conflit avec la Syrie se limite à quelques bombardements, mais Israël passe à l'offensive et prend possession du plateau stratégique du Golan. L'URSS menace les États-Unis d'intervenir directement dans le conflit au Proche-Orient. Les deux superpuissances imposent un cessez-le-feu aux belligérants. Le conflit s'achève le 10 juin au soir. La défaite pour les États arabes est d'autant plus cuisante qu'elle s'accompagne de pertes de territoire importantes. Israël a en effet triplé son territoire qui s'agrandit du Sinaï, du plateau du Golan et de la Cisjordanie. Encore plus symbolique, la prise de toute la ville de Jérusalem. En novembre 1967, l'ONU appelle à l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient. C'est la résolution 242 du Conseil de sécurité. Quant aux pays arabes, après l'adoption de la résolution de Khartoum en septembre 1967, résolution qui rejette toute reconnaissance d'Israël, toute négociation et toute paix avec Israël, il multiplie les actions militaires à l'encontre des positions israéliennes, en particulier le long du canal de Suez, dans ce qu'on a coutume d'appeler une nouvelle guerre d'usure.